Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série de la chaîne Histoire de guide. Très contente de vous retrouver après ce très long été. C'est vrai que normalement pour les guides conférenciers, l'été c'est la haute saison et là l'été 2020, faut dire que c'était vraiment le désert. Bref, Histoire de guide revient en fanfare et c'est le principal et aujourd'hui on va parler des 5 idées reçues, des questions qui reviennent assez souvent quand je fais des visites guidées sur Paris. Dans cet épisode, nous parlerons Tour Eiffel, Invalides, Joconde, Opéra Garnier et nous terminerons par celle qui scinde la ville de Paris en deux, la Seine. Elle a beau s'appeler comme l'ingénieur, ce n'est pas lui qui aura l'idée de cette tour et d'ailleurs, dans un premier temps, elle ne s'appellera pas du tout Tour Eiffel, mais elle sera plutôt désignée comme Tour de 300 mètres. En 1884, Gustave Eiffel est ingénieur. Il est diplômé de l'école centrale de Paris, à la tête de l'entreprise Eiffel qui vient de terminer le viaduc de Garabit dans le Massif central. Un autre projet se profile à l'horizon, celui de la prochaine exposition universelle de 1889. En mai 1884, les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel se concertent afin de trouver une idée attrayante. Il s'agit d'Émile Nouguier et de Maurice Coquelin. Et c'est Coquelin qui aura l'idée de ce croquis qui ressemblera le plus à la tour que l'on connaît aujourd'hui. Mais Gustave Eiffel ne lui donne pas beaucoup de crédit, il donne quand même l'autorisation de continuer de travailler sur ce projet-là, mais il fait pas plus attention que ça à ce croquis. C'est alors que Stéphane Sauvestre arrive dans l'équation. Les ingénieurs font appel à lui, il est l'architecte attitré de l'entreprise et il va redessiner complètement le projet. 3 étages, les 2 premiers avec des salles vitrées pour recevoir du public. Il va installer de grands arcs décoratifs entre les pieds de la tour et un campanile au sommet. Avec cette redéfinition du projet, Gustave Eiffel est conquis et il va déposer le 18 septembre 1884 un brevet pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres. Et ça y est, ce que nous appelons Tour Eiffel sera enfin réalisé sous la houlette de l'ingénieur Gustave Eiffel. Mais vous l'avez bien compris, ce plan ne sort pas directement de son intelligente caboche. Quand on visite les Invalides, le nom qui résonne souvent dans notre tête, c'est celui de Napoléon Ier. C'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand on connaît pas le site, mais en réalité, les Invalides n'ont pas été créés pour Napoléon Ier, mais bien par Louis XIV. C'est bien le roi Soleil et son secrétaire d'État à la guerre, Louvois, qui décident en 1670 la création d'une nouvelle institution, l'Hôtel Royal des Invalides. Le chantier commence en 1671 sur les plans de l'architecte Libéral Bruant, puis enfin ceux de Jules Ardouin-Mansart, et l'hôtel sera terminé en 1706. Terminé avec de gros guillemets car il y a des ajouts encore au XVIIIe siècle et bien après. L'Hôtel des Invalides a une fonction d'hôpital pour les militaires malades, blessés et âgés. Mais pas seulement, c'est aussi un hospice, une caserne, un couvent et pendant quelques temps cela sera un centre manufacturier produisant des souliers, des tapisseries et des livres enluminés. Si Napoléon n'a pas construit les Invalides, c'est bien en ces lieux cependant qu'il repose désormais. Il est mort sur l'île de Sainte-Hélène en 1821 et son corps a été rapatrié en 1840. Mais là, je vais m'arrêter parce que je sens que je vais faire une énorme digression. Ce que je vous propose, c'est de me laisser un commentaire et de me dire si l'histoire du rapatriement de ce qu'on appelle les cendres de l'empereur vous intéresse. À ce moment-là, on peut en discuter soit en commentaire, soit de vive voix. Si vous avez envie de visiter les Invalides un jour, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voici donc sa dernière demeure. Réalisé par l'architecte Visconti, le corps de l'empereur repose dans 5 cercueils emboîtés, faits de fer blanc, d'acajou, il y en a 2 en plomb, puis un dernier en ébène. Le tout repose sur un socle de granit vert des Vosges, et ce que l'on voit ici est appelé sarcophage. Il est réalisé en quartzite aventurine rouge. Cette couleur rappelle le porphyre, mais le matériau est cependant différent, même si l'on entend très souvent que le tombeau de l'empereur est en porphyre. Alors après tout ça, le doute est levé, c'est bien Louis XIV qui a créé les Invalides et Napoléon qui repose en ces lieux. Si ça a éveillé votre curiosité, surtout n'hésitez pas à visiter ce magnifique endroit, je vous le conseille.
Malheur, mais comment puis-je oser m'attaquer à ce monument de la peinture de la Renaissance italienne, la Mona Lisa ou la Joconde? Eh bien oui, en réalité, il y a ce trait caractéristique dont on parle souvent, le fait que Mona Lisa nous suive du regard lorsqu'on se déplace et où que l'on soit dans la pièce. Enfin, si vous avez déjà visité le Louvre, vous savez que vous déplacer autour de la dame n'est pas vraiment une chose aisée. En fait, on appelle effet Mona Lisa l'impression que l'on a lorsque les personnages de certains tableaux semblent nous suivre des yeux lorsqu'on se déplace. Vous l'avez compris, cet effet a été baptisé d'après la Joconde. Mais paradoxalement, ce phénomène ne se produit pas du tout avec celle-ci. Des chercheurs de l'université allemande de Bielefeld ont ainsi démontré que la Joconde n'avait pas l'angle requis pour prétendre à ce titre d'effet Mona Lisa. C'est un peu un comble quand même. Pour que l'effet se produise, il faut que le regard du personnage peint se projette dans un angle maximum de 5 degrés par rapport à la normale du tableau. Lorsque les chercheurs ont voulu faire le test avec la célèbre Joconde, ils ont été bien déçus, car en réalité, son regard s'oriente sur la droite avec un angle moyen de 15,4 degrés. Mais je vous rassure, si vous êtes persuadé d'avoir expérimenté cet effet Mona Lisa au Louvre devant la Joconde, c'est simplement parce que la sécurité est telle devant le tableau que vous avez un barriérage qui vous éloigne de 3 mètres au minimum. Et en fait, pour être témoin de cet effet Mona Lisa, il faut se trouver à 50 cm du tableau. Et là, vous serez certain qu'elle ne vous suivra pas du regard. Connaissez-vous l'Opéra Garnier? Franchement, c'est un lieu qui vaut le détour. Quand vous y allez, vous pouvez visiter la rotonde des abonnés, le grand escalier, le foyer et même apercevoir la salle de spectacle qui est magnifique. Quand on visite l'opéra, souvent, il y a cette question qui va revenir. Et qu'en est-il des coulisses? Est-ce qu'on peut les voir? Et surtout, il y a une question que j'adore et qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on peut faire de la barque sur la rivière de l'opéra, dans les sous-sols? Alors non, je suis désolée, on ne peut pas faire de barque dans la rivière de l'Opéra Garnier parce que simplement, il n'y a pas de rivière et il n'y a pas de lac non plus. Cette croyance populaire vient de plusieurs fictions. La première est plutôt connue par les Français, il s'agit du film La Grande Vadrouille avec Louis de Funès en chef d'orchestre qui semble s'enfuir par une rivière sous l'opéra. C'est la descente aux enfers? Non, au bas de ces marches coule la Grange Batelière, c'est la rivière souterraine qui serpente sous l'opéra. Et ça ressort où? D'après Victor Hugo, nulle part. Petite liberté prise par Gérard Houry, puisqu'en réalité, la Grange Batelière n'a jamais coulé sous l'opéra. L'autre croyance vient du roman de Gaston Leroux, adapté en film et en comédie musicale, Le fantôme de l'opéra. Dans son roman, le personnage principal vit dans un monde souterrain, sous la Seine de Garnier, là où se trouve un lac qu'il peut rejoindre grâce à une gondole qu'il fait naviguer sur des canaux. Alors oui, c'est très romantique, mais ça ne colle pas du tout avec la réalité. Sous la scène de l'opéra, il y a de l'eau, je ne veux pas gâcher non plus tout le mythe, mais cela s'apparente plus à une cuve qu'à un lac ou une rivière. À l'époque où Charles Garnier doit construire l'opéra, il faut imaginer que le terrain est situé au bas de la colline de Montmartre, là où les eaux de ruissellement s'accumulent avant de rejoindre la Seine au travers de sols dont la pente est à peu près nulle. Avant toute construction, donc, Garnier a affronté une nappe phréatique capricieuse. Il a donc eu le projet de construire 2 cuves comme une double coque de navire. Mais dans un premier temps, l'espace que l'on voit ici avec les alvéoles devait rester vide. Aujourd'hui, c'est la partie où se trouve l'eau du fameux lac. Ce lac est né presque par accident en 1862, puisque Charles Garnier explique qu'il n'avait pas l'intention de remplir la cuve, mais que suite à un souci technique, il avait été obligé de rejeter l'eau puisée jusqu'alors de la nappe à l'intérieur. Pourtant, vers 1865, la cuve est vidée de son eau et grâce à cela, de nombreux trésors furent protégés durant la guerre de 1870 au sein de ces fameux espaces alvéolés. En fait, ce n'est que depuis les années 1940-50 que la fameuse partie alvéolée est remplie d'eau en permanence. On y voit de temps en temps les pompiers de Paris s'y exercer à la plongée, mais ce lac ne constitue ni une réserve incendie, car depuis le sinistre du 12 juin 1936, l'opéra est alimenté par un château d'eau situé sur la butte Montmartre, et ce n'est pas non plus un réservoir d'eau potable.
Cette cuve n'est que très rarement vidée pour être nettoyée, la dernière fois c'était en 2018. En fait, on ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer en termes de conservation du bâtiment si la cuve était vidée de manière permanente. Aujourd'hui, on préfère juste pas faire le test. Mais ne vous séchez pas tout de suite car nous repartons barbotés pour terminer notre épisode. Guillaume Apollinaire n'est pas le seul à se tromper en appelant le fleuve qui traverse Paris la Seine, puisqu'aujourd'hui tout le monde fait cette erreur entre guillemets, maintenant ça a été adopté. En fait, pour être tout à fait exact, il faudrait appeler les eaux de Paris l'Yonne. Mais alors pourquoi ? Revenons à nos cours de géographie. Souvenez-vous, lorsque deux cours d'eau se rejoignent, c'est celui qui possède le plus gros débit au point de confluence qui est considéré comme le cours d'eau principal et l'autre est donc considéré comme son affluent. Le point de confluence de la Seine et de l'Yonne est situé dans le village de Montereau-Faux-Yonne en Seine-et-Marne. Là-bas, l'Yonne possède un débit de 93 mètres cubes par seconde, contre 80 mètres cubes par seconde pour la Seine. Donc, l'Yonne l'emporte. Mais pourquoi la Seine a pris une telle importance au détriment de l'Yonne ? L'explication nous renvoie à l'époque gallo-romaine, lorsque les sources de la Seine étaient considérées comme sacrées et qu'un sanctuaire très important y était établi. Le temple accueillait de nombreux habitants de la région en quête de cette eau sacrée. Une sorte de supériorité de la Seine sur l'Yonne s'est donc imposée au fil des siècles et la preuve en est encore aujourd'hui. Et voici, notre petit tour des 5 idées reçues lorsque l'on visite Paris est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner non plus si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi.